Bonjour à tous, bienvenue sur ce direct de Radio Pays où nous avons l'occasion de revenir avec le préfet de Guyane, Thierry Kefelec, sur les 100 jours. Thierry Kefelec, donc, qui est préfet depuis 100 jours en Guyane. À cette occasion, la rédaction de Radio Pays a eu l'occasion de faire une interview avec lui. Thierry Kefelec, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accordé un petit peu de temps à Radio Pays pour cette interview. C'est 100 jours en Guyane. 100 jours, donc vous êtes préfet de Guyane depuis le 28 décembre 2020. En quelques mots, comment résumer ces 100 jours en Guyane? Alors je pourrais résumer les 100 jours en Guyane, dire c'était déjà l'année dernière, mais c'est 100 jours de réflexion pour 1000 journées d'action en fait. Quand vous êtes préfet de département, vous ne connaissez pas automatiquement le département, et si vous le connaissez mal car vous n'avez pas eu le temps de visiter l'ensemble, non pas que les dossiers, mais l'ensemble de la population, les grands élus, les forces vives de ce territoire-là. Et il faut s'accorder à peu près 3 bons mois pour faire le tour, comme on dit. Et ici, faire le tour, c'est un peu plus long que dans d'autres départements. Ce magnifique département, ça a la taille de la Nouvelle-Aquitaine. Certains disent des États complets. Je pense plutôt à des circonscriptions administratives. Ce qui permet de dire c'est dur d'aller de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. C'est enrichissant et surtout, on comprend bien qu'il y a plusieurs Guyanes dans la Guyane. Alors effectivement, vous avez dit, difficile en arrivant de connaître déjà tout le territoire, même en 100 jours. On rappelle aussi le contexte de votre arrivée. Vous êtes arrivé donc fin décembre avec une menace de la seconde vague de Covid-19 qui menaçait donc la Guyane. Votre prédécesseur qui est parti assez brutalement, mais surtout entre votre arrivée et le départ de votre prédécesseur, donc Marc Delgrande, l'annonce de l'annulation du carnaval 2021, 10 jours avant votre prise de fonction en tant que préfet. C'est pas facile aussi d'arriver dans ce genre de contexte. Alors sachez bien que lorsque vous êtes nommé préfet quelque part, vous démarrez au premier jour dès lors que le Conseil des ministres a tranché de vous affecter dans un département. L'annulation du carnaval a été faite à ma demande par le secrétaire général, car pour moi c'était important que l'annonce se fasse vite et non pas qu'une annonce puisse se faire alors que l'ensemble des ingrédients étaient là pour dire ça va être très très difficile de faire un carnaval, car tous les carnavals avaient quasiment renoncé. Il fallait que celui de la Guyane aussi, non pas par mimétisme, mais par question sanitaire. J'ai demandé à mon secrétaire général de faire l'annonce la plus tôt possible, en mon nom, surtout en nom de son intérim, et c'était une façon de respecter profondément la Guyane et de ne pas arriver à une sorte de claquement de doigts de quelqu'un qui ne connaît pas encore un territoire, de prendre une décision majeure, car annuler le carnaval ici, ça m'a fait mal, parce que je savais que c'était très important pour chaque Guyanais, chaque Guyanaise. Alors effectivement, donc ce carnaval annulé, on va commencer avec ce sujet, le carnaval. Vous avez dit effectivement qu'à votre arrivée, l'idée c'était pas de tout de suite imposer et d'annuler ce carnaval. Ça a fait mal à la population. Effectivement, on a pu aussi noter que malgré tout, on voyait tous les dimanches, tous les week-ends, des rassemblements illégaux du carnaval. Qu'en avez-vous pensé de ce carnaval qui s'est quand même maintenu malgré l'interdiction, l'annulation faite par la préfecture ? Alors ce qui est intéressant, c'est que ça donne maintenant l'impression que c'était maintenu, alors que sachez bien qu'à chaque fois il y avait énormément de forces de l'ordre dans la notion de contrainte. Il y avait évidemment des essais, des personnes qui confondent l'intérêt privé et l'intérêt général, et à chaque fois l'intérêt général a prévalu, parfois un peu dans la contrainte physique. La Cité des âmes, par exemple, a été un moment assez difficile, car les gens ne voulaient pas comprendre que c'était pour eux qu'on interdisait le carnaval, pour eux et leur famille principalement. Donc parfois, ponctuellement, ça donnait l'impression, mais sachez bien que le carnaval n'a pas eu lieu, hélas, je le dis. Il y a eu quelques personnes qui ont essayé de le faire, mais j'avais rencontré les grands carnavaliers, les grands comtes du carnaval. Ils avaient parfaitement compris ce qu'il fallait faire pour la Guyane, et parfois des personnes un petit peu raisonnables, mais qu'on a remis tout doucement dans le chemin, parce qu'on ne peut pas faire d'une fête, quelque part, un lieu et un endroit où on pourrait se fâcher, car il fallait travailler d'une façon quotidienne. Par contre, les jours gras, on a réussi, entre guillemets, c'était légèrement ouvert, parce qu'on avait des taux d'incidence très très bas, et la situation sanitaire en Guyane, alors que d'autres départements souffraient, était un peu à l'inverse. De gros efforts avaient été faits par les Guyanais et les Guyanaises de maintenir l'absence de contact, et à partir de s'il y a peu de contact, il y a peu de transmission, donc la maladie commençait un peu à stagner. C'était un peu ce moment-là où il faut choisir, parfois on sert et c'est nécessaire d'avoir une vraie raison, mais lorsque les raisons disparaissent, même si elles nous entourent toujours, on baigne dans la Covid-19, il fallait relâcher, on a profité de ce temps, parce que je crois que sociologiquement et socialement, les gens avaient besoin de ce petit moment. Ça donnait l'impression justement qu'il y a peut-être eu un carnaval, et j'en suis très content. Ce qui veut dire, c'est que la juste pression, le réglage très fin
de l'ensemble des données a été la plus juste possible, car les gens, je pense, n'en gardent pas un très mauvais souvenir. Quand on parle par exemple justement de ces rassemblements et des résultats ensuite avec les chiffres donnés par les autorités sanitaires, justement parlant de nombre de cas de Covid-19, on montre effectivement qu'il n'y a pas eu d'incidence entre les rassemblements carnavalesques, que ce soit les rassemblements illégaux ou les rassemblements pendant les jours gras. Certains Guyanais vont se dire au final on aurait pu sortir puisque finalement le résultat est le même, il n'y a pas eu plus de cas de Covid-19 que ça. Que dites-vous à ces personnes qui pensent ça? Alors c'est une première phase de réflexion. La vraie phase de réflexion s'agissait non pas sur des notions un peu stratégiques. On a relâché, c'était les jours gras. Et si vous comparez sur les meilleurs chiffres sont à ce moment-là. Globalement, quand vous avez des sorties ou lorsqu'il y aura le variant, on peut multiplier par 2 ou 2,5 le nombre de contacts. Quand vous avez un taux d'incidence très très bas, en l'occurrence il était de 10-12 à ce moment-là, quand vous faites 12 fois 2, c'est 24. Quand vous êtes à 400 ou 450 de taux d'incidence, et c'est ce qui se passe actuellement dans l'Hexagone, vous passez immédiatement à 800-900 et vous ne gérez plus rien. Donc vous voyez bien que l'intérêt, c'était pour nous de descendre dans le mois de janvier très très bas dans le taux d'incidence, avec des prises de position très difficiles, des couvre-feux le week-end, des couvre-feux avancés, avec des week-ends qui étaient consacrés à attendre un peu chez soi, de ne pas pouvoir trop sortir. C'était un fait un peu pour préparer cet ensemble que je sentais qu'il serait difficile de contenir jusqu'au bout. C'était important de relâcher, surtout à un moment donné, pour que la parole de l'État soit claire. Quand il y a un problème, on l'explique, on serre. Quand le problème s'estompe, il faut savoir desserrer. On a su desserrer au bon moment, les gens ont pu en profiter, je pense, et ça donnait cette impression que vous décriviez, qui est une bonne impression de dire, quelque part, il y a quand même eu un peu de fête. On a essayé de la calculer, on a essayé aussi de concentrer les gens, c'est pour ça que beaucoup de forces de l'ordre étaient disponibles. Les gens ont fait un peu des circuits complets, ils ont pu se défouler, transgresser, trouver cette part qui fait que la Guyane, le carnaval de la Guyane est merveilleux, ils ont pu le restituer. À minimum, ils le savaient, mais à chaque fois, si vous voulez, vous avez pu l'observer, lorsque le couvre-feu arrivait, le couvre-feu officiel, qui est une sorte de donjon un petit peu contre les transmissions, je dirais, sociales, à chaque fois, elle a été parfaitement respectée. La Guyane est en couvre-feu depuis plus d'1 an maintenant. On a vu différents rassemblements, que ce soit du collectif Mayuri Santé ou de personnes justement spontanément venir se rassembler devant la préfecture pour ce ras-le-bol de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est utile d'avoir un couvre-feu de 23h à 5h du matin? Est-ce qu'il ne faudrait, ce serait pas plus une symbolique d'avoir ce couvre-feu encore aujourd'hui? Alors, vous parlez de symbolique et je crois que c'est juste. Vous faites à la fois la question et la réponse, parce que la Covid, si vous voulez, est autour de nous. Actuellement, le Brésil, avec lequel nous avons une frontière très très longue, et aussi des attachements, des amitiés, c'est 300 000 morts. Ce qui voudrait dire que la Guyane serait quasiment balayée. Si on devait prendre ce chiffre, il y a un chiffre qui est très difficile. Il faut bien rappeler à chaque personne, même si elle souhaite, si vous voulez, porter des lunettes noires devant la Covid, c'est-à-dire qu'elle est toujours présente, elle n'est toujours pas cassée, dans le sens c'est qu'elle peut parfaitement nous rattraper. La raison du vaccin, c'est aussi de dire aux gens, attention, il y a toujours un danger. Comment peut-on dire aux gens, allez vers la vaccination, qui est un geste de volontariat, qui est un geste qui amène réflexion. La plupart des discussions actuellement tournent autour du vaccin. Qu'on aille faire ses courses chez le coiffeur ou même dans mon cabinet, les gens posent des questions. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est dangereux ou autre chose? Mais j'essaie d'expliquer surtout que c'est contre une maladie qui tue, qui a tué 300 000 personnes au Brésil, et on sait très bien dans les autres pays, mais c'est notre pays le plus proche. Et ce chiffre-là, pour nous, est important. Et je pense qu'obérer et de dire « ça y est, c'est fini, c'est un couvre-feu », je pense que je serai sûrement le seul département du monde entier à pouvoir dire ça. J'ai eu l'occasion de dire pendant plus d'une année à Wallis et Futuna que le virus ne pouvait ne pas rentrer. Hélas, il est rentré. Et les gens maintenant travaillent d'une toute autre façon. Donc, si vous voulez, cette expérience qui est sur 2 départements avec un même sujet de crise, je suis venu d'un territoire sur lequel on avait vraiment combattu, sur un territoire dont la Covid avait pénétré, si vous voulez, tout le système social. Eh bien, je me dis, attention, ne crions pas victoire, il y a encore des batailles. Et ces prochaines batailles, ça sera sur le vaccin, ça sera aussi sur la cohésion et la cohérence des gens. Évidemment, on s'aperçoit que les gens sont fatigués de ces moments où il y a beaucoup moins de vie. Et évidemment aussi que
le département guyanais est un département qui vit énormément, qui peut vivre la nuit, qui peut vivre évidemment largement les week-ends, qui peut vivre au quotidien. Je sais qu'il y a une part de liberté qui a été enlevée, mais en même temps, je crois que c'est beaucoup de vies qui ont été préservées. Alors du coup, concernant la mesure renforcée, le couvre-feu, vous êtes satisfait aujourd'hui des contrôles qui sont faits pendant ces heures de couvre-feu ou du respect de la population de ce couvre-feu? Il y a, si vous voulez, il y a eu des effets un petit peu, je dirais, connexes. Je vais vous en donner un. Lorsqu'il y a eu des couvre-feux, on a eu des contrôles de vitesse excessivement élevés sur des motos, des voitures. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne sur la route et les gens se lâchaient, comme on dit. Évidemment, on fait une action qui est plutôt d'un bon sens, et de l'autre côté, on crée un nouveau risque, parce que dans un bouchon, vous ne roulez pas trop vite, évidemment. Donc vous voyez bien qu'il faut toujours bien doser. Ce que j'ai souvent à mes équipes, c'est d'avoir une sorte de table de mixage. Il y a beaucoup de mouvements, de boutons, il y a du grave, de l'aigu, il y a un sorte de mixage. On doit sortir, sûrement pas le tube de l'année, mais en tout état de cause, on doit sortir une musique qui est entendue par l'ensemble de la population et constamment on doit la faire évoluer et surtout durer sans lasser les gens. Donc cette musique sociale, on essaie toujours de l'apprivoiser et de l'adapter systématiquement. C'est pour ça que nous avons une cellule interministérielle de crise qui se réunit depuis le début d'une façon hebdomadaire. Et ce que j'explique à l'ensemble de l'encadrement, un, ayez l'esprit critique, et deux, ce qui était bon hier peut tout à fait changer aujourd'hui. Ce qui nous amène constamment à revoir notre copie, ne pas avoir des assurances qui nous feraient dire on détient une vérité, on détient la vérité. Donc tous ces couvre-feux, c'est uniquement un peu en veille comme tous ces appareils audio, on laisse la petite lumière rouge au fond parce que lorsqu'on en a besoin, ça repart tout de suite. Alors justement, vous parlez d'appareils audio, je vais vous parler de soirées, par exemple en musique. Soirées où des personnes vont être réunies pour une festivité. Il va être 21h, 22h. À 23h, la musique est toujours en marche. Les autorités viennent pour préciser, oui, il faut arrêter la musique. Mais les gens, ils vont se dire... Depuis 21h, depuis 20h, nous sommes tous ensemble et le Covid-19, il va commencer à sévir à partir de 23h. Est-ce que vous comprenez l'incompréhension ou des fois la population qui se dit c'est pas logique de mettre un couvre-feu à 23h pour des gens par exemple qui seront réunis depuis 19h? Alors ce sera la même réponse que j'apporte à la maîtrise de la vente d'alcool. Si vous voulez, lorsque les gens consomment de l'alcool, c'est une chose normale. Dans un repas, dans une festivité, accueillir des amis. Mais quand il y a trop de consommation, surconsommation, on sait que tous les liens qui peuvent être tenus, le rapport, le fait de se toucher, le fait de vivre avec les autres est complètement différent et on a une accélération des transmissions. C'est-à-dire que les gens n'ont plus de freins, des freins propres, parce que l'alcool inhibe certaines données et c'est un petit peu ça de faire durer la fête trop longtemps. Les gens, au bout d'un moment, pensent qu'il n'y a rien autour d'eux à part eux-mêmes. Et c'est là où les incidents se passent. Et on le sait très bien. C'est pour ça qu'on donne toujours ces parts de liberté. On essaie de les réduire d'une façon la plus intelligente. À un moment donné, lorsqu'il y avait un couvre-feu qui était aussi visé par l'ensemble de l'Hexagone, l'ensemble des départements outre-mer compris, on nous demandait au préfet d'être à 18h, de fermer un peu la boutique sociale des départements. Et dans le dialogue que j'ai constant avec le gouvernement, avec le ministre des Outre-mer, M. Sébastien Lecornu, je lui ai dit 18h, c'est beaucoup trop tôt ici. C'est 19h. Mais c'est un peu... Je dis vraiment, c'est ce que j'observe, et la territorialisation a permis, avec un discours, de changer un peu la donne. Il est évident que dans l'Hexagone, tout le monde est 18h, c'est du bon sens et de la logique, mais en Guyane, terre d'entrée en Amérique latine à plus de 8000 km, je disais 19h, c'est ce que je ressens, et ça a été accepté parce que ça avait été compris. Donc on voit bien que tout ce schéma autour des heures peut être important, on observe, on essaye toujours de rester dans ce qui est décent, par rapport à la menace. Évidemment, mettre un gendarme derrière tout le monde, la République, ce n'est pas ça. La République, c'est convaincre, ce n'est pas vaincre avec un gendarme, ce n'est pas une dictature. Si vous voulez, c'est d'amener chaque, administré, chaque habitant à comprendre la situation dans laquelle on le met, mais c'est aussi au profit de l'intérêt général. Il est évident que l'intérêt privé prévaut toujours. Si on a envie de s'amuser après la nuit, on a envie. C'est la notion de pulsion. L'État, si vous voulez, la République n'est pas un État de pulsion, c'est un État de droit, un État de réflexion sur des lois. Mais en même temps, les préfets ont la force morale, le courage et parfois doivent faire évoluer. Et vous voyez, c'est toute petite chose. Mais cette petite heure, je crois, a permis de faire vivre différemment les gens, comme tous ceux que j'ai pu recevoir, les fédérations sportives, les hôteliers, les restaurateurs, moult personnes qui sont venues avec... On comprend le problème, mais on a un protocole. Est-ce que notre solution
peut être comprise par l'État et systématiquement les accords ont été trouvés en très peu de temps. Donc ce qui veut dire, c'est que lorsque les gens comprennent, sont motivés, qu'on a un travail partenarial à la préfecture ou ailleurs, toutes les solutions ont émergé parce qu'on a su s'écouter, s'entendre. Et maintenant, c'est vrai qu'on est positionné avec un petit peu enfermé. On a des grands voisins qui sont des États, pas des départements. On peut avoir un autre rythme. On l'a compris, on l'a analysé. Et sans l'imposer, les décisions sont venues toutes seules. Alors vous avez parlé effectivement de la liberté de s'amuser, mais parlons aussi de la liberté de circuler. La Guyane qui aujourd'hui est un peu divisée, on va dire, en trois parties, dans le sens où avec les postes de contrôle d'Irakubo et de Regina, c'est vrai que vous avez parlé justement des pays voisins. Il faut faire attention à la circulation au niveau des frontières, les frontières qui sont fermées depuis le début de la crise sanitaire avec le Suriname et le Brésil, mais aussi pour se rendre, que ce soit aux Antilles, dans l'Hexagone ou sur d'autres territoires, il faut des motifs impérieux pour se rendre, par exemple, dans l'Hexagone. Or que si on vient de l'extérieur, par exemple, un pays de l'Union européenne, je viens d'Italie, je n'ai pas besoin de motifs impérieux pour me rendre en France. Est-ce que vous comprenez aussi ce paradoxe peut-être qui peut dérouter les Guyanais? Alors, on a essayé d'expliquer au mieux et de maintenir la notion de motif impérieux. Parce qu'un motif impérieux, ce n'est pas un catalogue, on a droit à ça, à ça, à ça. C'est à la puissance publique de définir qu'est-ce qui est impérieux. Il est évident que la perte d'une grand-mère, qui ne serait pas un motif impérieux pour telle personne, et bien pour tel enfant, parce que la grand-mère a été très importante, ce motif devient impérieux. Donc en gardant ce terme générique, on a su analyser et amener les préfets, parce qu'on peut passer par le système de dérogation, de dire la loi est juste, elle s'applique à tout le monde, mais peut-être pas à vous, parce qu'on vous a entendu, on vous a écouté, vous avez pu vous exprimer. Et souvent, il y a des dérogations qui sont des dérogations de bon sens vers les humanités. Par rapport à la notion d'encadrer ce département qui est très, très grand, je vous l'ai dit, il était important d'avoir des points stratégiques où on peut contrôler. On a plusieurs points d'entrée. La façade maritime, qui est uniquement un port, ça on y arrive. On a un aéroport qui a baissé de plus de 50%, je dirais, la capacité opérationnelle, c'est-à-dire qu'il y a 50% de gens qui rentrent en moins, avec le Suriname et le Brésil, et on sait très bien que les gens, on a des binationaux, qui peuvent aller au Brésil au week-end et revenir. C'est-à-dire un couvre-feu, imaginons, sur la Guyane, ils pouvaient partir le vendredi, aller au Brésil, passer un week-end avec beaucoup de charme, à la Mapa, revenir ensuite avec une contamination possible, et on le voit actuellement que le Brésil souffre énormément, et la ramener d'une façon impromptue alors que tout le monde a fait cet effort. Donc on a décidé évidemment de fermer les frontières et de faire des sous-ensembles afin que ces sous-ensembles puissent vivre avec une certaine autonomie. Au début, il y a eu quelques petits chicaillas, mais les maires ont été parfaits, ont su m'écrire, de dire est-ce que vous pouvez arranger ceci, c'était des changements, souvent des courses, autre chose. On a pu le faire et depuis, je dirais, on n'en parle quasiment plus. Vous voyez bien ensuite, la maîtrise du territoire ne peut pas être une maîtrise du territoire monocolore. Elle est vraiment à touche un peu d'impressionniste, on met telle couleur là, telle couleur là. Vous avez pu voir que la vaccination a été ouverte. On a pris la décision avec la directrice générale de l'Agence régionale de santé de dire toute la bande proche du Brésil, on va totalement la faire vacciner dans le cadre du volontariat. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir une manœuvre défensive. On sait que le variant brésilien passera principalement par les frontières, qui ont l'étanchéité qu'on veut bien leur vouloir. On sait énormément qu'il y a des gens qui vivent d'un côté à l'autre et d'autres qui vont et qui ne font pas attention. Donc, il suffit d'une personne. Donc, c'est pour ça qu'on a fait, si vous voulez, une sorte de SAS sanitaire, un SAS d'abord administratif, de mouvement, de circulation contre la transmission. Et là, maintenant, on est sanitaire parce qu'on sait qu'on a une sorte de guerre défensive par l'introduction du virus ou autre chose. Évidemment, on veut protéger l'ensemble de l'Oyapock. Ce n'est pas l'Oyapock ou Saint-Georges qui protège l'ensemble de la Guyane. On protège et on pousse à la vaccination l'ensemble de cette population-là, mais c'est fait aussi pour que la maîtrise puisse être faite. Donc vous voyez bien que circulation, motif impérieux, on a répété 10 fois ou 20 fois ce métier sur l'ouvrage afin de le rendre efficace, mais toujours juste. Parce que la pire des choses, que je pense avec mes équipes, c'est de prendre une décision qui ne soit pas comprise et surtout une décision qui soit difficile à mettre en place et qui ne serve à rien. Et vous comprenez cette logique qui fait que, par exemple, pour se rendre dans l'Hexagone, on a besoin d'un motif impérieux, or que si on vient d'un pays de l'Union européenne, étranger, du coup, à la France, on n'en a pas besoin? Alors, vous parlez de pays, moi je vais parler de la nation européenne. C'était dans le cas des accords Schengen.
C'était l'ensemble du débat. À un moment donné, je crois que l'Espagne a posé des motifs impérieux différents, même des tests PCR, qui est une sorte de façon de contraindre. Là, on va voir est-ce que le vaccin ait une notion de passeport suffisant. Il y aurait une égalité de chance pour celui qui ne veut pas, qui ne pourrait plus voyager, et celui qui aurait voulu et qui peut voyager. Donc on voit bien que ce travail des libertés individuelles est très important. Et la réponse a été faite par le gouvernement, c'est dans le cadre d'un espace Schengen complet. Pour autant, certains pays un peu de l'Europe de l'Est, parfois ont voulu se replier sur la notion de l'État-nation. Nous, quelque part, nous sommes un département encadré par 2 États. Alors, on n'est pas un État, on dépend, mais on a su à chaque fois trouver le juste équilibre avec une territorialisation des politiques nationales. Oui, un Italien pouvait aller à Paris, à Charles de Gaulle, mais quand il prenait, il avait un contrôle. Et on a fait des Outre-mer, et pas que de l'Outre-mer, des Outre-mer, de prendre en compte les spécificités et de donner surtout l'idée que l'État peut agir différemment sur l'ensemble de son territoire et sa responsabilité. Et je pense que c'est un fait démocratique qui va rester très longtemps. La loi ne s'est pas appliquée de la même façon partout en France. Et ça, je pense que c'est un gain de liberté énorme. On s'en apercevra après dans le cas de la restitution. Immédiatement, on pense que c'est une nouvelle contrainte qui n'est pas ajustée, mais j'ai un retour toujours systématique du gouvernement, du ministre des Outre-mer, de dire faites ce que vous avez à faire dans le cadre de la loi, mais rendez la loi audible pour l'ensemble des gens. Et c'est ce qu'on essaye toujours de faire. Alors, vous avez parlé de la vaccination, on en parle depuis le début, la vaccination contre le Covid-19. Ce vaccin, donc en Guyane, c'est bien le vaccin Pfizer qui est administré. On a noté une réticence de la part des Guyanais contre ce vaccin. Qu'en pensez-vous de cette vaccination en Guyane? Alors, reculer face à un vaccin, je dirais, c'est normal. Ça ne se passe pas qu'en Guyane, ça se passe dans beaucoup des Outre-mer, ça se passe aussi en métropole. Et lorsque le vaccin est arrivé, qui était pourtant une lumière, si vous voulez, après tant de mois et de mois confinés ou enfermés, les gens n'ont pas compris, peut-être, que le vaccin sauve plus de gens que n'en tue. On sait très bien que toute chose injectée dans un corps humain a une capacité de nuisance. Il y a le syndrome de Guillain-Barré, je ne suis pas médecin, mais ce que l'on peut observer, ce que l'on m'a expliqué, ce que j'ai compris, c'est qu'il peut y avoir tout à fait un incident. Le vaccin Pfizer, certains États avaient avancé, on s'est fondé sur les études d'observer un peu ce qui s'était fait avant nous, parce qu'il y avait un délai. Je prends le cas de l'État d'Israël, où très vaccinés très rapidement avec le vaccin Pfizer, et sont arrivés à des statistiques de 97,5% de satisfaction. On s'aperçoit qu'il y a toujours 2,5% de choses qui ne se passent pas tout à fait comme on a prévu. Là, c'est 100% de satisfaction lorsqu'il n'y a pas de problème. Les 2%, ce ne sont pas 2% de décès, ce sont des inconvénients médicaux qui sont réglés. Eh bien, le fait d'avoir le Pfizer et pas d'autres vaccins, qui sont des vaccins spécifiques, et on a souhaité évidemment bénéficier, et de maintenir le fait qu'il n'y ait pas automatiquement de choix sur le territoire. On prend ce qu'il marche, et on a demandé que ça aille un petit peu plus vite, parce qu'on a un rythme différent. C'est évident qu'entre différents départements, l'Ardèche, le Loir-et-Cher, l'Allier, il y a une sorte d'homothétie. La Guyane a sa propre respiration et on souhaite justement, avec la notion de vaccinodrome que l'on a un peu suscité 15 jours, 3 semaines avant, le temps de le mettre en place, le temps de le décider, avec un afflux de vaccins. On a dit au gouvernement qu'on était prêt et on a eu plus de vaccins que d'autres parce qu'on était prêt, que la population me semble être prête, mais c'est elle qui va définir le volontariat. Alors il y a des campagnes de presse, il y a des explications. Je pense que chaque vacciné est aussi le meilleur ambassadeur, globalement. Et les gens attendent toujours de savoir, avec des questions très simples, ça fait mal, ça s'est bien passé, comment vous l'avez vécu? Il n'y a rien, non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une troisième vague a des chances d'apparaître avec un volume de variants. Et grosso modo, je pense que le vaccinodrome va aider à ce que les gens prennent confiance qu'un vaccin, c'est une chance. Et globalement, on le connaît bien ici, on le sait très bien que pour Zika, pour la fièvre jaune par exemple, lorsqu'on vient en Guyane, on doit avoir la fièvre jaune, ça ne pose pas de question. Donc c'est quelque chose qui est inscrit dans la durée et elle est bonne parce qu'on s'est aperçu que ce vaccin-là n'a pas fait des morts ou autre chose. Alors après, il y a des thèses complotistes très vagues parce que souvent les gens veulent générer leur propre peur, qui est une notion un peu de pulsion, avec des arguments qui sont des arguments souvent très simples à démonter. Mais peu importe, je crois que c'est l'essentiel des gens. Je suis allé dans les centres de vaccination, j'ai vu des gens attentifs,
très discipliné, avec un travail de la communauté des soignants qui est méticuleux, à la fois dans l'administration, le temps donné, la surveillance. C'est un travail de Romain, comme on dit. C'est une grande population et chaque personne vaccinée, c'est un malade, enfin pas malade, c'est un patient qui est vraiment pris en compte du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas un acte, je dirais, rapide, 2-3 secondes, on pique, on s'en va. Il y a un acte d'administration, de traçabilité et on anticipe tout. Évidemment, l'inconvénient, s'il devait être, ce qui n'est pas le cas avec le Pfizer, et on a décidé d'ouvrir beaucoup plus, c'est ce qu'on va annoncer demain, un peu différemment de l'Hexagone, parce qu'ils sont dans un autre rythme. Je pense que notre rythme le permet, une population qui est jeune, disponible, et on sait qu'actuellement, il n'y a pas de recul, surtout, il y a plutôt une demande. Donc cette demande-là, on veut la satisfaire, et on pense qu'elle va entraîner l'ensemble des gens. Et je pense que quelqu'un qui est vacciné peut entraîner sa famille, peut entraîner ses aînés, peut surveiller, discuter avec ses amis. Et c'est mieux que de devoir écouter le préfet qui dit « vaccinez-vous, vaccinez-vous ». Au bout d'un moment, ça peut lasser, je le comprends. Et je pense que le meilleur ambassadeur pour ça, ce sont nos amis, nos voisins et ceux qui sont à côté de nous, qui vivent avec nous. Alors, vous avez parlé des spécificités, on les connaît de la Guyane, vous avez parlé de cette population justement qui est dispersée. Comment vous allez amener les vaccins vers tous les Guyanais? On parle par exemple des Guyanais dans les communes de l'intérieur. Alors, vous savez que c'est une question à laquelle on s'est posé très rapidement. Il y a 2 actions à faire, c'est-à-dire arriver très rapidement à une situation de séroprévalence, c'est-à-dire quand on a le maximum de gens vaccinés, eh ben, la vague aura moins d'impact. Elle va griffer et non pas s'accrocher sur le terreau social. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, ce n'est pas de dire il faut être à Cayenne pour être vacciné, ou à Kourou, ou à Saint-Laurent-du-Maroni, ou à Saint-Georges-de-l'Oyapock. C'est qu'on a des équipes qui vont aller vers la clientèle qui doit être vaccinée, avec toujours cette notion de dire volontaire ou pas volontaire. Actuellement, vous avez des pirogues qui descendent le long du Maroni, de l'Oyapock, qui vont dans des petites communes et qui font des démarches de vaccination. Là, on a inversé un peu la tendance. On demande aux grands centres urbains, en quelque sorte, aux grands comptes des gens à vacciner, d'aller vers le centre. C'est plus pratique, ils le connaissent, c'est à côté de chez eux, ils peuvent y passer. Et les gens qui sont très très loin, là, on envoie le vaccin auprès de ces gens-là. Et on les informe, on les regroupe, on a un travail avec les maires, les médecins de proximité, les centres et dispensaires qui sont déjà en place. Et ils nous font la commande. Il y a toujours la chaîne du froid qui est parfaitement respectée et toutes les parties techniques liées au froid, liées au transport, liées évidemment à l'hygiène de la vaccination sont parfaitement respectées. Donc on voit bien que sur 2 populations différentes, celles qui sont proches, qui sont loin, soit on va vers le plateau médical, soit c'est le plateau médical qui va vers l'individu. Et ça, c'est une grande chance d'avoir suffisamment de médecins, d'avoir une couverture, une communauté médicale qui comprend la population, qui l'aime et qui dispose d'énormément de temps. Parfois, on envoie des communautés médicales à travers des pirogues. Ça peut durer 2 jours, 3 jours pour un multiple de 6, parce que ce sont les doses. C'est peu, c'est sûrement très onéreux, mais personne ne s'est jamais posé la question de dire on ne devrait pas le faire. Et il y a beaucoup de volontaires qui sont prêts parce que la médecine en France touche l'ensemble des habitants, quels qu'ils soient, et au plus loin de ce qu'il pourrait être d'un centre de vaccination. Très bien. En tout cas, concernant le coronavirus et la crise sanitaire, on a, je pense, fait le tour de l'essentiel des choses qui ont été mises en place durant ces 100 premiers jours. Alors, autre sujet qui vous concerne durant ces 100 premiers jours, autre sujet que vous avez abordé, on va parler des frontières et de l'immigration. Alors, on en a parlé des frontières concernant justement la crise sanitaire et cette menace de variants ou le contrôle des frontières pour éviter la propagation du virus. Mais vous savez aussi qu'en Guyane, de fortes communautés, l'immigration est aussi une problématique dans le sens où il y a des populations qui viennent des pays extérieurs, des pays voisins. Comment aujourd'hui les services de l'État peuvent garantir la sécurité aux frontières de la Guyane et comment prendre en charge les personnes qui sont sur place et qui vivent dans une grande précarité? Alors, l'immigration en Guyane n'est pas une nouveauté. Et un chiffre qu'il faut retenir, sur un peu moins de 300 000 personnes en Guyane, 97 800 exactement sont gérés par la préfecture, c'est-à-dire dans le cadre d'une carte de séjour, de droit d'asile, de naturalisation. Donc on voit bien qu'une personne sur 3 qu'on croise dehors est liée à l'immigration. Ça, c'est le premier constat, et je crois que l'ensemble de la communauté guyanaise est issue de l'immigration plus ou moins, je dirais, factuelle, des 10 dernières années, des 30 dernières années, et même du siècle passé. Ça a toujours été une terre d'accueil, une terre de fusion de différentes données.
Actuellement, c'est la question que je me suis posée parce que Haïtiens, Cubains, Vénézuéliens, Brésiliens, je dois en oublier quelques-uns. Syriens, Yéménites. Alors non, ce sont des nouveaux. Quand on regarde les dernières années, c'est l'immigration classique, l'immigration régionale. Et d'un seul coup, on s'est aperçu, relayé par la presse, relayé aussi par le monde politique, que font des Syriens, des Palestiniens, des Yéménites, et qui font le gros de la troupe de l'immigration. C'est une première question que je me suis posée, venant du Pacifique, retrouvant des Syriens ou des Yéménites ou des Palestiniens en Amérique latine. Alors, on a interrogé évidemment le réseau des ambassades. Je dialogue assez souvent avec l'ambassadrice au Brésil, tout comme l'ambassadeur M. Joly au Suriname et Guyana. Évidemment, parce que comme les deux voisins sont des États, j'ai besoin des ambassadeurs pour comprendre. Et eux-mêmes m'ont expliqué qu'il y avait une filière pour les Syriens, Damas, Beyrouth, Sao Paulo, et après aussi vers le Venezuela. On a étudié ces gens, et souvent ce sont des gens qui avaient décidé de faire une émigration, devant quitter leur pays, la Syrie, on peut comprendre, avec le champ politique, et étaient installés depuis 5, 6, 7, 8 ans au Venezuela. Vous avez ce chemin, ne venez pas en France, et pour des raisons qui touchent peut-être le Venezuela ou l'Amérique latine, ils sont en train d'être un petit peu raccompagnés, doivent quitter ces pays-là, et décident de rejoindre évidemment leur communauté. Et une grande partie de leur communauté est en Europe. Et le premier point de l'Europe, c'est quoi? C'est la Guyane. Donc les gens payent aussi des passeurs, je le dis de façon très claire, et rejoignent ce système-là. Ce sont des gens qui sont intégrés, qui ne sont pas automatiquement sortis de conflits de guerre, qui ont un certain temps. C'est aussi une voie, on s'est aperçu avec le réseau des ambassades, pour Yéménites, à la fois palestiniens ou syriens, que c'est plus facile de passer par l'Amérique latine, puis retransiter par la Guyane, lorsqu'ils ont le temps de papier, que de rentrer dans l'espace Schengen, de devoir traverser la Méditerranée qui laisse beaucoup de gens dans des situations de noyade, et de tomber sur, on a parlé de l'Europe tout à l'heure, l'espace Schengen, avec des points d'entrée qui sont à Chypre, qui sont en Grèce, qui sont aussi en Turquie, dans lesquels c'est un peu moins confortable, ils le disent clairement, et la vie est franchement moins simple que de repasser par tout un cheminement par la Guyane. Donc on voit bien qu'on a une immigration de transit qui est celle d'une communauté qui n'aura pas pour vocation à rester. Et on s'aperçoit aussi que Yéménites et Palestiniens utilisent ce même chemin. Ce ne sont pas des gens automatiquement qui sont en souffrance économique, ils transitent. Donc on va accompagner dans ce transit en fonction des droits qu'ils peuvent avoir. Mais il faut bien comprendre que l'asile, dans le cadre de la République, est quelque chose de très important. C'est quelqu'un qui souffre de ses origines, de ses orientations propres, intellectuelles, personnelles, physiques, et que la République dit de façon très simple, venez en France, vous serez libre d'être libre. C'est pour ça que là, on travaille avec le réseau des ambassadeurs, parce que l'on pense que les gens qui viennent du Venezuela après 7 ou 8 ans, avec des enfants nés au Venezuela, ne sont pas automatiquement en souffrance d'un pays de la Syrie qui a souffert et qui souffre toujours autant. Vous voyez bien que là, le droit va s'appliquer. Il y a le droit d'opportunité, le droit économique et le droit de la souffrance que la France, la République, a toujours souci d'être parfait. Après, il y a tous Haïti, Cuba, qui ont des problèmes, je dirais, à la fois économiques ou autres. Donc, c'est à nous aussi de bien séparer. Mais il faut faire une sorte de sélection entre les réfugiés? Au final, on peut dire qu'il y a une sélection, mais ça serait regarder le problème par la petite lorgnette. Il y a plutôt une application du droit. C'est la notion du droit d'asile que j'expliquais tout à l'heure, qui est un droit français que la République française applique avec discernement. On ne peut pas dire à tous ceux qui voudraient rejoindre la France, venez. Il y a des raisons. Après, il peut y avoir des raisons de démarche, des raisons de couple, il y a des raisons d'études. Il y a tout un panel, mais en même temps, on n'a pas à subir l'intention de dire je viens chez vous parce que c'est intéressant ou autre chose, parce que la nation française doit aussi intégrer des volumes de personnes, doit aussi avoir son propre équilibre. Et on voit bien que ce qui est évoqué, c'est que la Guyane aurait un léger déséquilibre par rapport à une vie habituelle liée à l'immigration, un léger décalage. Mais il y a aussi d'autres sentiments. C'est aussi la pression d'une démographie montante. Et la Guyane se développe à 2,48% de population supplémentaire par an. L'Hexagone,
augmente de 0,4%. Donc on voit bien que ce territoire est en train vraiment de grossir en population. On a une immigration qui est aussi présente. Et j'ai regardé les chiffres, ils sont quasiment à l'habitude. Quasiment à l'habitude. Évidemment, ces gens-là, le logement social n'a pas été adapté à ce moment-là, mais sur une dizaine d'années. Et là, on est en train de reprendre dossier par dossier. J'étais encore en liaison avec Paris, en visioconférence, pour créer une stratégie régionale des demandeurs d'asile, ce qui me donnera de l'argent, parce qu'il y a une compétence d'État que l'État acceptera évidemment d'assumer. Il faut recréer tout ce schéma-là. On l'a fait dans le cadre de la pointe Buzaret, qui a été une méthode mise en place que l'on va dupliquer. On travaille avec la Croix-Rouge, on a besoin d'autres opérateurs. Je recevrai cette semaine d'autres opérateurs qui viennent de métropole pour nous aider à construire l'ensemble de cette chaîne qui doit être une chaîne juste, humanitaire, mais en même temps qui applique le droit. Celui qui n'a pas le droit n'aura pas automatiquement d'accord, ce qu'on dit globalement, il ne sera pas documenté pour après bouger avec un passeport français. Donc tout ça, on met en place, la justice, des humanités, en l'expliquant bien. C'est un très gros volume d'argent. Ça a été un petit peu, non pas oublié, mais ça n'a pas été fait parce que je crois que la communauté guyanaise avait l'habitude d'une population mixte qui peut venir de l'extérieur s'installer. Actuellement, les squats, c'est intolérable parce que ça met de la pression dans l'ensemble des projets de logements sociaux, avec les PFAG, on a vu avec les inscriptions des OIN, parce que ça amène aussi des contestations, ça amène une sorte d'injustice. On ne peut pas refuser du terrain des gens et d'autres se l'approprier au claquement de doigts. Donc tout ceci est en train de s'ajuster. On va y donner des réponses qui sont des réponses de droit, des réponses d'humanité, mais aussi de fermeté. Là-dessus, l'humanité n'empêche pas la fermeté, parce que l'un comme l'autre sont adossés à la notion d'un état de droit qui fait que les choses se passent plutôt bien quand on applique le droit, et quand on est dans la pulsion, dans le choix arbitraire, je pense que souvent ça dérape. Comme on dit, on va vers une notion un peu populiste de dire « moi, Yaka, Faucon ». Je crois qu'on a dépassé ce cap-là et il faudra à tout prix s'inscrire dans ce cheminement. La politique aussi de la préfecture a été de mettre en place une évacuation de squats par mois, comme vous parlez des squats. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, ça a été stoppé. C'est plus difficile d'évacuer des squats? Il y avait une méthode, et après la méthode, il faut donner des moyens. C'est la théorie, ce que j'ai appelé auprès de mes collaborateurs, et je crois qu'elle a été bien comprise, c'est la notion du tas de feuilles. Vous avez un gros tas de feuilles qui est gênant, vous avez tout ramassé, vous arrivez, vous avez une grande soufflette, alors vous êtes tout content, toutes les feuilles sont parties, mais elles sont retombées, et vous n'avez pas réglé le problème. Alors vous avez pu faire de la communication, vous avez pu faire, je dirais, quelques belles images, de dire, vous voyez, c'est parti assez facilement, c'est simple, c'est beaucoup plus compliqué, et la matière sociale est difficile. Il y a des techniques qui sont connues, reconnues, il y a tout un système d'abord d'écoute, de recensement, et après, l'application du droit. Et on l'explique aux gens, et après on raccompagne les gens. Alors c'est vrai que le Covid a freiné l'ensemble de ces thématiques de raccompagnement. Il est vrai aussi que lorsqu'on raccompagne quelqu'un dans son pays, lorsqu'il n'a pas de droit à vivre en France, et donc en Guyane, il faut un visa. On ne peut pas ramener quelqu'un, le mettre dans un avion et dire vous rentrez chez vous. C'est le pays qui accueille qui doit donner un visa, et certains pays, Haïti, Cuba, ne donnent plus de visa. Donc on ne peut pas violer des lois internationales de ramener de force. Avec le Brésil, le Suriname, nous avons des accords, ça se passe relativement bien. Et on retrouve des situations de retour à la maison pour certaines personnes dans ces deux États-là, de façon assez simple. D'autres, c'est un peu plus difficile. Et l'immigration haïtienne est très forte ici. Donc il y a une ancienne génération qui s'est installée, il y a une nouvelle. D'ailleurs, les deux ont du mal parfois pas communiquer, à trouver la bonne synchronisation. On en discute aussi, on en discutait encore récemment et on continue avec la consul d'Haïti. Donc c'est des sujets que l'on va poser calmement en respectant les droits individuels, et aussi il y a un droit collectif, c'est de ne pas subir les individualités. Je crois que c'est la pire des choses, c'est la même chose que je combats lorsque je vous parlais tout à l'heure de la Covid ou du couvre-feu. L'intérêt privé est toujours inférieur à l'intérêt général. Parce que du coup, vous dites que Cuba et Haïti n'envoient plus de visa, donc pour l'instant, il n'y a plus d'expulsion vers Haïti ou vers Cuba? Alors, il y a un problème de ligne aérienne, puisque c'est un de mes souhaits. Il y a un problème de visa. On va y retravailler. Il faut savoir, je crois que c'est, si je ne dis pas une bêtise, au bout de 2 ans, je crois que Cuba ne reconnaît plus ses ressortissants. Voilà. Donc, on a des problèmes techniques que l'on va régler avec le réseau des ambassades. Alors, je fais peut-être une erreur avec Cuba-Haïti, mais peu importe. C'est l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'on travaille avec le réseau des ambassades. Celui qui n'a pas accès à avoir des papiers doit devoir quitter le territoire national et dont la Guyane. Pour autant, il y a des choses qui sont difficiles à faire.
Parce que la Covid, les liaisons aériennes, les difficultés d'acheminement, l'absence de visa, l'absence de réception des États membres. Et après, il y a les gens, mais on raccompagne quelqu'un lorsqu'on est à la fin de l'ensemble des recours. C'est-à-dire lorsqu'il y a un recours, on a vu ça avec le président du tribunal administratif, l'autorité administrative que je suis n'interfère pas dans la justice. On laisse la justice terminer son cours, même si parfois ça demande du temps. Et ce temps-là, avec le président du tribunal administratif, on sait le créer d'une façon réciproque, et après on peut exécuter l'ensemble des décisions. En aucun cas, on joue des humanités. Voilà, pour faire très très simple dans ma façon de voir. C'est vrai que concernant cette problématique justement des squats, de l'immigration, parce qu'on n'est pas dans un cercle vicieux où par exemple plusieurs ressortissants, je ne sais pas, par exemple, pour prendre les exemples de personnes qui sont évacuées, comme on l'a vu récemment à la Pointe Buzaré, qui vont être prises en charge pendant un certain temps par les services de l'État. Alors effectivement, chaque cas individuel sera traité. Si la personne ne peut pas être ensuite raccompagnée vers son pays d'origine, elle va rester, vous avez parlé tout à l'heure de la métaphore de la souffleuse, c'est un peu ça, elle va rester en Guyane et elle va se installer à un autre endroit. Le problème ne va pas revenir à chaque fois et ça crée aussi des tensions chez la population guyanaise justement avec des terrains qui sont occupés comme par exemple à Matoury. Alors c'est là où on va devoir raisonner différemment. On va dire sur une centaine de personnes, actuellement, avec tout l'ensemble des recours, 34% à peu près, c'est un chiffre, 34-35% des gens seront documentés, c'est-à-dire accéderont à un volume de papier qui leur permettra de rester sur le territoire national. Durant ce temps, ça peut évoluer. Les gens peuvent trouver des amitiés, faire un couple, se marier, avoir des enfants. Donc, le droit s'adapte évidemment. Ce n'est pas un droit initial. Donc vous voyez bien que la richesse de ce droit-là, c'est en fonction de la vie, de l'attente des gens, des délais administratifs, les gens peuvent changer leur vie. Et on prend toujours en compte la situation qui évolue. Après, il restera évidemment 60-66% des gens qui n'ont pas automatiquement ce droit. Et après, il y a la loi d'intégration, à partir de 4 ans, autre chose, de faire d'autres démarches. Il faut raisonner et de dire, est-ce que cette immigration n'est pas une chance automatiquement pour ce territoire qui va devoir se développer? C'est là où on va devoir évidemment, sûrement, tendre à avoir des frontières beaucoup plus fermées, beaucoup plus étanches, beaucoup moins poreuses. Ça, il faut travailler. Et je dois dire que la Covid nous amène à voir de nouvelles activités sur la fermeture des frontières qui donnent un certain résultat. C'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de dire qu'est-ce que l'on fait de ces gens lorsqu'ils sont jeunes, ils sont arrivés à 18-20 ans, par exemple, prenons un cas assez simple, mais ils sont disponibles avec une force de travail, avec des qualifications ou autres. Comment on doit l'agir? Est-ce qu'on doit la laisser la personne traîner, rentrer dans un acte de délinquance dans lequel elle est en notion de survie, de s'installer où elle peut s'installer, et pas là où elle pourrait s'installer. Il va falloir raisonner différemment. Et par contre, ça, c'est la notion des gens qui sont à l'intérieur de la Guyane et que l'on va devoir travailler. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, de grands chantiers, de besoin de sortes de main-d'œuvre, et bien de former peut-être ces gens-là avec des cartes de séjour temporaires, mais ça va être un débat qui va être global, ça va être un débat qui ne sera pas celui du préfet, puisque le préfet applique la loi, mais l'ensemble de la population, comme les grands élus, font la loi. Donc on va devoir travailler d'une nouvelle façon, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas laisser quelqu'un errer, quelqu'un qui a aussi peut-être des compétences. Et ce qui est intéressant, et c'est, je pense, déjà la base de l'ouverture, vous savez que quelqu'un qui n'a pas de papier peut aller, s'il a des enfants ou même seul, peut aller à l'hôpital, il sera soigné. La première chose qu'on lui demandera, c'est le diagnostic médical, comment il se sent et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. On ne lui demandera pas ses papiers, ou s'il n'en avait pas, on le jetterait d'un système médical. Beaucoup d'enfants sans papier suivent une scolarité actuellement en Guyane. C'est-à-dire que les parents n'ont pas de papier, théoriquement on ne devrait avoir accès à rien, mais les enfants ont droit parce qu'on conçoit que l'éducation d'un enfant est prioritaire par rapport à l'ensemble des actes administratifs. Donc on voit bien qu'on a des ouvertures, il va falloir créer, réfléchir, et après c'est l'acceptabilité sociale de dire certains ont droit plus tôt, d'autres auront peut-être d'autres chemins à faire, mais en tas de cause, il y aura toujours des reconduites frontières. Ça, c'est la loi actuelle. La loi, je ne la fais pas, je l'applique. Mais en même temps, on peut réfléchir et donner des orientations. Et je parle souvent au gouvernement qu'au bout d'un moment, ce que je ne peux pas faire en documentation, parce que la loi ne s'applique pas à tous ceux qui pourraient venir, doivent trouver d'autres voies. Donc je pense aussi que cette chance de l'immigration qui a fait la Guyane globalement, on voit, je prends la population Hmong que j'ai découvert dans l'ensemble de mes visites,
ils ont tout un intérêt d'intégration extraordinaire. Et avec des problèmes de papier aussi, qui sont venus me voir, où des gens sont là depuis, une dame plutôt âgée, elle a été là depuis, je crois, les années 70. Elle était née en 1936. Elle avait perdu ses papiers et elle était quelque part illégale. Je pense qu'on va trouver des solutions. Ça, c'est la solution qu'on aime entendre, aime écouter, qui est simple à résoudre. Je pense qu'on doit avoir le même courage intellectuel, la même force morale à prendre en compte ça. Est-ce que c'est une chance pour la Guyane? Si c'est oui, on doit savoir le traiter. Si c'est non, on doit appliquer la loi actuelle. Donc on voit bien qu'on va devoir raisonner différemment, mais en même temps, cette Guyane qui s'ouvre à une démographie galopante et qui est une force, on doit aussi peut-être intégrer dans l'ensemble des chantiers qui l'attendent. Alors justement, vous avez parlé aussi donc des frontières. Une avancée qui a été faite aussi durant ces 100 premiers jours à la préfecture de Guyane, c'est le tracé de la frontière avec le Suriname. La collaboration aussi donc avec les pays voisins, le Suriname et le Brésil. Est-ce qu'on peut faire le point justement sur ce qui a été fait depuis que vous êtes à la préfecture de Guyane? Alors c'est un grand moment, parce que la frontière entre la France et le Suriname datait d'actes d'Alexandre III, et d'un accord bilatéral de 1915. Donc on voit bien, je crois que c'était 1893-1915, les grandes avancées en partant du Nord, et la fin de délimiter où était la France, où était le Suriname était assez difficile. Ce qui nous a amené des grands problèmes lorsque, dans le cadre de l'orpaillage, des barges doivent être saisies par les forces françaises, et d'un seul coup on dit où est la frontière? Et le procureur, naturellement, s'il n'y a pas de droit, il ne peut y avoir de sanction. Donc on a créé du droit positif avec un droit très intéressant de dire la frontière est au milieu de l'eau, entre les deux, frontière médiane. Solution assez simple, si ce n'est que la largeur du Maroni fait que parfois il y a des îlots, pile poil au milieu. À qui appartient l'îlot? Donc, encore des grandes réunions, on a fait un îlot sur deux, donc des sortes de circonvolutions. Cet îlot-là est au Suriname, cet îlot-là est à la France. Et après, on s'est aperçu qu'il y avait des gens, quelques-uns, qui pouvaient vivre sur les îlots. Donc, il fallait leur demander s'ils voulaient être surinamiens ou français. Donc, ça a été éminemment construit dans la liberté individuelle, on a réussi à trancher. Et le gros avantage, c'est que cet arrêté ministériel et maintenant international qui va passer à l'ONU est applicable, doit être validé par beaucoup d'États et le corpus international, et ce sera la première fois où il y aura des données GPS dans un arrêté qui définit les frontières. C'est-à-dire que maintenant, en bateau, on pourra mettre l'ensemble des données, coordonnées, et on saura exactement si on est en France ou au Suriname, même si ça tourne un petit peu, où la ligne médiane est un petit peu convexe. Donc voilà, c'est un travail en profondeur, c'est un travail très important qui va définir le droit. Évidemment, en travaillant avec le Suriname, on s'est aperçu qu'on avait des besoins communs. On va avoir des besoins communs sur la notion de justice. C'est-à-dire qu'il y a des affaires qui nous intéressent au Suriname, il y a des affaires du Suriname qui viennent un petit peu en France, en Guyane en l'occurrence, parce que les gens se réfugiaient de l'autre côté de la frontière, ils n'avaient qu'à traverser, et en 2 minutes, ils pouvaient échapper soit à l'un, soit à l'autre. Donc l'ensemble de ces données difficiles est en train de trouver dans des accords juridico-politiques. Donc tout ça, c'est encore un gain. Et évidemment, c'est aussi d'avoir une carte un petit peu pour vivre dans cette bande qui pourrait être définie sur une carte au rotring. Je suis plutôt au pinceau un petit peu plus large, car il y a des gens du Suriname qui ont l'habitude. On sait qu'il y a des enfants surinamiens qui viennent à l'école à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc ceci, on veut l'organiser, non pas d'avoir une sorte de bande qui serait à la moitié surinamienne et guyanaise, elle est guyanaise ou surinamienne, mais comment mieux vivre ensemble avec l'absence de contraintes administratives. Donc le travail des diplomates est énorme. J'ai une conseillère diplomatique à mon cabinet, donc ce n'est pas un travail que je ferai en plus, parce que c'est un travail très spécifique, c'est un travail international qui dépend de Paris, mais là encore, la territorialisation des décisions est bien au cabinet du préfet, et on travaille dans des situations qui respectent le droit des hommes, les accords internationaux, et aussi l'intérêt que l'on a de travailler avec un pays que l'on voit au quotidien à côté de nous. Alors justement, vous parlez du cabinet du préfet. Au cabinet du préfet, quels sont les dossiers qui sont sur la table? Là, on a fait le bilan de ce qui a été fait. Alors, il y a eu plein de choses qui ont été faites durant ces 100 jours. Quels sont les dossiers qui sont sur la table sur le bureau du préfet pour justement les jours à venir, les mois à venir? Alors, le cabinet, c'est ce qui est à côté du préfet, ce qui permet au préfet d'être au courant de tout et d'agir dans l'instantanéité. Il y a des événements qui décident une décision de l'instant.
Et ensuite, vous avez l'ensemble des services de l'État, qui, dans le cadre de la réforme organisation des services de l'État, couvre tous les périmètres que l'État doit avoir, du régalien, du développement. Donc j'ai 5 grandes directions générales, 2 directions métiers qui couvrent. Ces gens-là travaillent évidemment au profit du préfet. J'ai un grand chef de coordination de secrétaire général qui s'occupe de l'ensemble, et l'ensemble des dossiers remonte. Alors la vie d'un préfet, c'est évidemment le quotidien, le journalier, mais c'est aussi l'anticipation et la préparation du développement économique. Donc on a beaucoup de chantiers qui sont actuellement ceux du plan de relance, qui sont liés principalement à la Covid, qui sont ceux aussi liés au contrat de transformation et de convergence. On a aussi d'autres sujets qui sont des fonds assez classiques, le fonds exceptionnel d'investissement, le PUG, de finir ce qui a été démarré en 2017. Vous voyez, on a plein de grands chantiers qui font que, ce qui a été signé, on doit le mettre en mouvement avec l'ensemble des partenaires. On doit aussi en répondre devant le Parlement, parce que ce sont des dépenses d'argent public très fortes sur lesquelles le ministre s'engage devant le Parlement à dire si tel pont n'est pas fait, pourquoi il n'est pas fait, quelle est la raison. Et l'argent qui a été consacré, souvent on parle de millions d'euros, il doit être soit redistribué, soit réalimenté. Donc vous voyez, vous avez ce grand jeu administratif de construction, et on voit bien que dans le plan de relance, c'est d'abord l'infrastructure, la cohésion sociale, et c'est aussi l'appui à la santé. Récemment, vous savez que le CHU sera possible à partir de 2025. De l'argent a été mis en direct, 158 millions d'euros, dont 33 millions d'euros pour effacer la dette de l'ensemble des hôpitaux qui font que, parce que tout ceci, c'est un coût. Donc on remet constamment à niveau avec les grands programmes qui sont ceux de la cohésion des territoires, la cohésion de la société. Et à partir de là, on fait des infrastructures, on doit faire de l'emploi, et on doit surtout être capable de faire des routes. Si on fait des routes, on doit faire du logement social. Si on fait du logement social, c'est pour inclure des populations dans les règles. On doit faire des crèches, on doit faire des écoles, des collèges. Donc vous voyez bien que ce système doit fonctionner, et fonctionner assez vite. Parce qu'on ne peut pas dire « Oh, dans 15 ans, 20 ans, tel lycée aura poussé ». Parce que des lycéens rentrent en scolarité. Donc on doit être complètement dans la mouvance, avec des délais qui sont ceux des appels d'offres, qui sont ceux du recrutement des entreprises, des contrôles, des plans, de l'acquisition des terrains. Donc souvent ça va relativement vite. Il faut savoir que pour un logement social en Guyane, il faut un minimum de 4 ans entre l'argent que l'État va poser par le préfet, en général, et la remise des clés. Dans l'Hexagone, c'est 7 ans. Donc on voit bien qu'on a quand même des rythmes qui sont propices à l'attente des gens. Donc voilà le rôle de l'État, c'est un rôle de fédérateur, d'écouter, d'appliquer la loi, le sens régalien que l'on connaît, et après le développement à la fois économique, social, et d'être capable de répondre lorsqu'il y a des grands projets, de les mettre en place avec vitesse, absence de précipitation et sans a priori. Quand vous avez parlé de projets, par exemple les projets, tout ce qui va concerner une problématique aussi qui intéresse beaucoup les Guyanais, le foncier, la rétrocession de terrain. L'État possède plus de 90%, il possède énormément de terrain en Guyane. Comment justement en donner une partie, par exemple à des agriculteurs, des personnes qui ont des projets? Comment vous travaillez en collaboration avec les Guyanais? Alors, les accords signés en 2017 ont amené ces choix-là. Il y a eu 171 mesures de mémoire, et là encore de mémoire, 157 ont été, je dirais, réalisées. Il en reste, dont la partie foncière, qui va être aussi avec le travail avec les élus. 250 000 hectares doivent être, je dirais, mis à disposition des collectivités. Il y a ce travail qui est fait, qui nécessite des allers-retours, de construire, pour qui, pourquoi, quel programme. Voilà. Donc ça ne se fait pas en 6 mois. Ça ne se fait pas en 2 ans, 3 ans. Il y a tout un travail qui va être fait. Et là, 4 ans après la signature des accords de Guyane, on a fêté l'anniversaire il n'y a pas si longtemps. 4 ans, on sort un logement social qui est une chose d'un entrepreneur. Là, c'est une véritable réforme. Que l'État, à titre onéreux lorsque c'est privé ou à titre gratuit, ne demande pas que 250 000 hectares soient donnés ainsi sans projet. Donc c'est aussi le rythme politique, c'est aussi le rythme d'acceptation. Ça, si. 400 000 hectares sont destinés aussi aux populations dites autochtones. Donc il y a tout aussi ce travail qui doit être fait, et 20 000 hectares qui sont orientés vers la SAFER, qui est l'organisation des terrains. On a reçu la SAFER encore récemment. Ça travaille avec « j'ai réclamé, je le veux, c'est difficile de le mettre en place et je n'y arrive pas ». Et là, ce n'est pas à l'État de trancher, parce que dans le cas des accords, c'est bien de mettre à disposition des projets.
Sur l'ensemble amérindien, il y a le rapport de M. Fraisse, conseiller d'État, qui doit sortir dans le cadre d'une mission. Conseiller d'État de prendre la réflexion, de dire quelles sont les mécaniques dans le droit français complet de ce qui peut être fait. Les 250 000 hectares sont en travail, et sachant que les commissions d'attribution foncière, les fameuses CAF, ont dû être arrêtées depuis 2017 et seront parties en 2019, parce qu'on pensait que c'était simple. Mais imaginez la copie de 150 000 hectares acquis. Et on comprend bien qu'il y a des hectares qui valent plus que d'autres hectares. J'ai suivi le remembrement en Bretagne, ça a pris 20 ans. Et c'était des gens qui possédaient leur terrain, mais tel hectare était meilleur pour le foin que celui-là pour ceci, et il y avait tel mariage, telle notion, proche d'un cours d'eau, qui n'était pas pollué, mais avec les tracteurs, il y avait une complexité, ça a mis 20 ans, et il y a encore beaucoup de rancœur. Donc on voit bien que c'est une matière qui n'est pas que cadastrale, ce n'est pas un notaire, ce n'est pas le Far West, le premier arrivé, vous savez, faisait un piquetage, il dit cette terre à moi, on lui signait, c'était fait, c'est un peu plus compliqué. Les sous-sols ne sont pas de même nature, l'accès à l'eau n'est pas de même nature. Est-ce qu'on en fait du développement? Parce que la collectivité doit aussi conserver une partie pour son développement propre. Ce que j'ai dit tout à l'heure, logements sociaux, routes, zones industrielles, crèches, écoles, enfin tout ce qui fait qu'on peut vivre assez facilement. Et ensuite, après, il y a d'autres grands projets. On peut avoir des stades, on peut avoir... Donc tout ça, il faut avoir une vision globale. Et pour l'instant, il y a un dialogue qui est établi, il y a un travail qui est fait, il y a des élections en fin de semestre. Donc tout ceci va sûrement être dans les nouveaux programmes des élus qui sont nommés par le suffrage universel. Qu'il ça ne soit pas fait encore, ça ne m'étonne pas. Si c'était fait tout de suite, je pense qu'on serait à la gestion de beaucoup de conflits, parce que là, vitesse égale précipitation. Donc là, il y a un temps donné, il y a un temps politique, il y a un temps, mais c'est inscrit dans la loi, c'est inscrit dans cet accord-là, ça a donc valeur d'exécution. Maintenant, on agit tout de suite et mal, est-ce qu'on agit lentement, mais ne pas agir, ce serait une erreur. Donc on voit bien qu'il y a un temps qui va être donné autour de ces données. Alors, dernière question concernant justement les 100 prochains jours, voire les 100 prochains mois. Quel est le mot d'ordre pour vous, Thierry Kefelec, en tant que préfet de la Guyane? Quelle est votre ligne de conduite pour ces prochains jours? La ligne de conduite va terminer, je dirais, enfin la Covid. J'ai connu le premier jour, pas dans la région du Pacifique, j'espère connaître le dernier jour, c'est-à-dire vraiment en Amérique latine et en Guyane. Je ne souhaiterais pas avoir une autre mutation qui me renraye encore sur ça, car c'est usant au niveau de l'ensemble des fonctionnaires, c'est chronophage, c'est passionnant parce qu'on sauve des vies, c'est bien ça la seule raison. Les gens sont méticuleux, il faut être très prudent. Donc c'est vraiment de pouvoir terminer la Covid, et je pense que le chemin du vaccin est une vraie bonne solution actuellement. Ensuite, ça va être le développement de cette Guyane qui, tous les 10 ans, double sa jeunesse. Si on ne traite pas la jeunesse de la Guyane, je pense qu'on fera une très grosse erreur. Il faut l'intégrer évidemment dans les lycées, l'intégrer dans une excellence, l'ouvrir vers l'université et surtout lui promettre un travail soit en Guyane, soit ailleurs, avec des examens, des concours qui le mettent à même niveau que partout ailleurs. Il faut bien comprendre que l'école est le vecteur de liberté des gens. Chacun doit pouvoir être maître de son destin, et c'est avec ce flot de population, et c'est important, c'est un vecteur de convergence. Et ensuite leur trouver du travail. Ensuite, je souhaite que la Guyane, et qu'on y fera attention, mais beaucoup de choses sont assez parties, que l'ensemble de ces richesses, alors on parle des richesses du sous-sol, qui sont à peine à un tiers exploitées. Je parle aussi de ces richesses de la biodiversité, d'avoir une vraie utilisation, et je pense qu'en liant l'excellence de ce sous-sol et de ce apparent, et je dirais ce qu'on appelle fossile, une jeunesse performante, et on relierait un peu ce sous-sol à l'université, ce serait une sorte de chemin, non pas un chemin de croix, mais de fil rouge vers lequel on doit tendre. Chaque enfant doit pouvoir accéder à son avenir et qu'il le choisisse. On a fait l'électricité, on a fait l'eau potable, on fait les routes, il y a encore à faire. Mais je crois que le grand élan doit être celui de la jeunesse. La jeunesse a besoin de rives, c'est un fleuve, et on connaît bien les fleuves ici. On connaît la turbidité, c'est-à-dire que le fleuve n'est pas bleu clair comme dans le Pacifique. Il est brun parce qu'il arrache la matrice à l'Amazone. Cette Amazone, c'est un peu cette jeunesse-là, et on a besoin de rives. C'est la rive
de l'organisation de la puissance publique, la rive des familles, la rive de l'éducation, afin qu'il soit contraint et que lorsqu'il débouche, c'est-à-dire à l'âge adulte, il ait toutes les chances d'avoir un destin qui lui soit propre et non pas conjugué par un obscurantisme, une absence d'accès à l'éducation, au savoir. Donc pour moi, réussir sa jeunesse est important et ensuite lui donner surtout un emploi dans lequel il puisse se réaliser. On suivra tout ça. Donc, merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à ces questions pour la rédaction de Radio Pays. On le rappelle, les 100 jours en tant que préfet de la Guyane. Donc, on aura l'occasion, je suppose, de pouvoir faire le bilan dans les 100 ou les prochains mois à venir avec vous. Merci en tout cas. Merci à vous.